Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous lirons dans cet épisode s'appelle « Comment nous apprenons, pourquoi les cerveaux apprennent mieux que n'importe quelle machine ». Pour l'instant. L'auteur est Stanislas Dion, un Français. Il est un neuroscientifique cognitif influent dans le monde entier et un leader dans le domaine de la recherche sur le cerveau en Europe. Il a également remporté le Brain Prize, le cerveau du cerveau, qui équivaut au prix Nobel de neurosciences. Alors, comment devrions-nous apprendre plus efficacement ? Quel impact l'IA a-t-elle sur notre apprentissage ? Comment mieux guider les apprentissages des enfants ? Vous comprendrez après avoir écouté ce programme. En ce qui concerne la science du cerveau, nous avons entendu de nombreux livres sur la façon d'apprendre. Ce qui rend ce livre spécial, cependant, c'est que l'auteur a non seulement une formation en neurosciences, mais qu'il a également étudié les mathématiques, l'informatique et la psychologie. Par conséquent, l'auteur ne part pas seulement de la science du cerveau, mais combine également la science du cerveau, la psychologie cognitive et l'informatique pour nous expliquer comment apprendre. Par exemple, les algorithmes d'apprentissage de l'IA inspirent également l'apprentissage humain. Dans le livre, l'auteur compare l'apprentissage du cerveau humain et l'apprentissage automatique. Lorsque les informaticiens conçoivent l'IA, ils s'appuient sur les principes de fonctionnement du cerveau humain. On peut dire que l'IA est la bionique du cerveau humain. Dans le même temps, les spécialistes du cerveau sont également très préoccupés par les progrès des algorithmes d'IA. Parfois, les informaticiens inventent indépendamment une nouvelle méthode pour améliorer l'efficacité de l'apprentissage automatique. Les spécialistes du cerveau constatent qu'il en va de même pour le cerveau humain. Comprendre comment l'IA apprend peut à son tour nous inspirer, c'est ce qu'on appelle la bionique inversée. Ci-dessous, nous parlerons également en détail de la manière dont nous pouvons utiliser la bionique inverse pour apprendre de l'IA. En outre, sur la base des derniers résultats de recherche en sciences du cerveau, l'auteur révèle la logique sous-jacente de l'apprentissage du cerveau humain, qui constitue les 4 piliers fondamentaux de l'apprentissage, à savoir l'attention, la participation active, la rétroaction et la consolidation. Vous avez peut-être entendu parler de ces 4 points, mais l'auteur combine la science du cerveau et la psychologie cognitive pour analyser en profondeur le rôle de ces 4 points dans l'apprentissage et donne des suggestions pédagogiques spécifiques. Que vous souhaitiez améliorer vos propres capacités d'apprentissage ou mieux guider l'apprentissage de vos enfants, ce livre vaut la peine. Nous allons donc ensuite vous expliquer ce livre en 3 parties. Dans la première partie, parlons de l'inspiration que les algorithmes d'apprentissage de l'IA peuvent nous apporter. Dans la deuxième partie, parlons de certains des derniers résultats de recherche sur l'apprentissage du cerveau humain. Enfin, parlons de la logique sous-jacente de l'apprentissage. Comment nous pouvons apprendre plus efficacement ou mieux guider l'apprentissage des enfants ? Première partie. Quels principes d'apprentissage du cerveau humain les machines ont-elles imité ? Nous savons que l'apprentissage de l'IA repose sur un ensemble d'algorithmes, qui constituent son modèle interne. En fait, il s'agit d'une imitation du cerveau humain. Les connaissances contenues dans notre cerveau ne sont pas en masse, mais sont stockées sous forme de modèles miniatures. Par exemple, nous avons tous dans notre cerveau une carte mentale du quartier proche de chez nous, et nous pouvons nous en souvenir en fermant les yeux. Pour un autre exemple, lorsque nous lisons un article en anglais, nous devons également mobiliser notre propre modèle mental anglais pour comprendre le contenu de l'article. Le processus d'apprentissage de l'IA et du cerveau humain consiste à former des modèles internes. L'apprentissage est le processus d'ajustement constant des modèles internes en fonction des commentaires externes. Par exemple, lorsque vous pratiquez le lancer, vous ajusterez constamment votre force et votre distance en fonction du dernier résultat de lancer. À ce moment-là, votre cerveau ajuste des paramètres tels que la force et l'angle des bras. Il en va de même pour l'IA, elle ajustera constamment le modèle en fonction des données et des retours fournis. Pour le cerveau, il y a relativement peu de paramètres à ajuster pour des activités comme le pitch. La plupart des apprentissages sont beaucoup plus sophistiqués que cela, nécessitant l'ajustement de centaines, voire de milliers de paramètres. De nombreux modèles sont très complexes, comme les modèles de langage. Pour comprendre une phrase, vous devez d'abord comprendre les syllabes et les mots, puis comprendre la grammaire et la sémantique avant de pouvoir comprendre la phrase. Pour résoudre des problèmes aussi complexes, le cerveau humain crée des couches de modèles hiérarchiques, un modèle imbriqué dans un autre, comme les poupées Matryoshka russes. Le modèle de niveau le plus bas comprend les syllabes et les informations sont transmises couche par couche jusqu'à ce qu'elles soient transmises à un niveau supérieur qui comprend la sémantique. L'IA imite la structure hiérarchique du cerveau humain et traite les données d'entrée couche par couche. Cette méthode de traitement est également appelée apprentissage profond. Vous voyez, l'apprentissage automatique et l'apprentissage du cerveau humain entraînent tous deux des modèles internes hiérarchiques. Ensuite, nous pouvons réfléchir sur nous-mêmes. Avons-nous bien acquis les connaissances de base ? Pendant vos études, un cadre de connaissances sur ce domaine s'est-il formé dans votre esprit ? Lors de la construction d'un cadre de connaissances, on peut également utiliser la cartographie mentale, car elle s'inscrit dans le principe du modèle hiérarchique du cerveau. Pour entraîner un modèle, vous avez besoin de commentaires. Pour le cerveau humain, rater la dernière balle est une sorte de feedback, l'évaluation des personnes autour de vous est aussi une sorte de feedback. Pour l'IA,
La personne qui entraîne l'IA lui donnera un retour d'information, le terme étant apprentissage supervisé. Les humains sont les superviseurs de la machine, lui indiquant si la réponse qu'elle produit est correcte ou non. Après avoir indiqué à l'IA que la réponse est fausse, l'IA ajustera ses paramètres et corrigera l'erreur. Cependant, pour les machines, il y a un problème avec l'utilisation de l'apprentissage par feedback, c'est-à-dire que parfois la machine trouve une solution optimale grâce à une série de feedbacks, mais nous ne pouvons pas être sûrs qu'il s'agisse de la solution optimale globale, car il peut y avoir de meilleures solutions ailleurs. La réponse, mais la machine ne l'a pas trouvée. C'est comme si vous trouviez un produit de bonne qualité à bas prix dans un centre commercial, mais que vous n'alliez pas dans un autre centre commercial de l'autre côté de la rue et que son prix était inférieur. Il est facile pour l'apprentissage automatique de commettre cette erreur, en explorant uniquement autour du point de départ, et en passant ainsi à côté de configurations de paramètres plus éloignés, mais meilleurs, car la machine a l'impression d'avoir appris tout ce qu'elle peut. Alors, comment les informaticiens résolvent-ils ce problème? Ils ajouteront délibérément des modifications aléatoires à l'algorithme, ou ajouteront du bruit aux données, afin que l'algorithme puisse aller plus loin pour voir s'il existe une meilleure réponse. Tout comme les mutations génétiques dans l'évolution biologique, les changements peuvent créer des surprises. Pour nous, les humains, l'apprentissage est la même chose. Si vous aimez lire des livres d'histoire, vous devriez occasionnellement sortir et lire des livres dans divers domaines. L'exploration aléatoire et la curiosité générée par le processus sont des forces importantes qui favorisent l'apprentissage et l'innovation humaine. Que vous étudiez des solutions possibles à un problème mathématique ou que vous improvisiez une mélodie, le hasard est important. Même s'il ne s'agit que de pensées aléatoires dans un état second, il peut y avoir un éclair d'inspiration. Vous voyez donc que les différentes méthodes d'apprentissage automatique que nous avons mentionnées ci-dessus s'appuient toutes sur les principes de l'apprentissage du cerveau humain, mais nous ne nous en rendons généralement pas compte. En comprenant ces principes, nous pouvons intentionnellement les renforcer. Par exemple, les machines utilisent le feedback pour s'entraîner continuellement. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à l'évaluation des autres, pouvons-nous absorber ce feedback sans être perturbés émotionnellement? Pour un autre exemple, êtes-vous curieux de découvrir de nouvelles choses? Êtes-vous prêt à entrer davantage en contact avec de nouveaux domaines et à vous introduire un peu de hasard? Par conséquent, si la machine apprend de nous, nous devons également apprendre de la machine. La seconde partie. Après avoir parlé de l'inspiration que l'IA peut nous donner en matière d'apprentissage, parlons dans le livre des derniers résultats de recherche sur l'apprentissage du cerveau humain. Premièrement, l'auteur avance une idée quelque peu contre-intuitive, à savoir que le cerveau du bébé n'est pas une page vierge. On a toujours le sentiment que la connaissance s'acquiert. Mais en fait, lorsque nous naissons, de nombreuses connaissances sont préinstallées dans notre cerveau. Nous n'avons pas besoin de nous spécialiser dans ces connaissances, nous naissons avec. Par exemple, les bébés naissent avec des connaissances en physique. Dès l'âge de quelques mois, les bébés apprennent que les objets ne disparaissent pas ou n'apparaissent pas à deux endroits différents en même temps. Certains chercheurs ont fait des expériences dans lesquelles ils exécutaient des tours devant des bébés, en utilisant des accessoires pour faire passer une balle à travers le mur, ou en faisant croire que la balle disparaissait soudainement. À ce moment-là, le bébé montrait de la surprise. Les bébés qui s'étonnent des violations des lois de la physique suggèrent qu'ils possèdent des connaissances de base en physique. Alors, lorsque vous vous fâchez contre votre bébé parce qu'il laisse tomber la cuillère encore et encore, n'oubliez pas qu'il fait simplement une expérience de physique. En plus des connaissances en physique, l'auteur a également prouvé par des expériences que les bébés naissent également avec des connaissances en mathématiques, en biologie, en langue, etc. De plus, il existe des preuves plus solides. Les chercheurs ont scanné le cerveau des bébés à l'aide d'une technologie précise d'imagerie par résonance magnétique et ont montré que presque tous les circuits cérébraux des adultes sont déjà présents dans le cerveau des nouveau-nés. Le cerveau du bébé n'est donc pas une page vierge. Sauf circonstances particulières telles que des troubles du développement, à la naissance, nos cerveaux ont tous la même structure initiale et partagent un ensemble d'algorithmes d'apprentissage. Bien sûr, des différences individuelles existent et les plis du cortex cérébral sont différents pour chacun, mais ces différences ne sont qu'en degrés. Ensuite, en plus des connaissances innées, une autre variable qui façonne le cerveau est l'apprentissage acquis. L'apprentissage a un impact plus important sur le cerveau que le matériel inné. Notre système nerveux est constitué de neurones et l'endroit où deux neurones se rencontrent s'appelle une synapse. Il y a environ un quadrillion de synapses dans notre cerveau, qui sont les microprocesseurs du cerveau. Chaque synapse est comme une petite usine chimique. Au fur et à mesure que vous continuez à apprendre, les synapses continueront à être activées et la productivité de cette usine chimique deviendra plus forte. Certaines synapses peuvent grossir ou même créer une nouvelle synapse, augmentant ainsi la force de la connexion entre les deux neurones. Au fur et à mesure de l'apprentissage, la forme des neurones change. Les neurones grandissent comme un arbre feuillu. Lors de l'apprentissage, ce grand arbre inaugure sa saison de croissance. Qu'il s'agisse d'apprendre un instrument de musique, de lire ou d'apprendre un sport, notre cortex cérébral va s'épaissir et les connexions entre les zones corticales se renforceront. En matière d'éducation des enfants, nous sommes unanimes sur le fait qu'il existe une période optimale pour l'apprentissage.
Ce consensus est correct. Le cerveau a une période sensible de développement, qui est la période pendant laquelle le cerveau est le plus plastique. Le cerveau d'un enfant de 2 ans possède 2 fois plus de synapses que celui d'un adulte. Au cours de la croissance et du développement, les synapses utiles sont conservées et celles inutilisées sont élaguées, et de nombreux circuits cérébraux s'arrêtent après des mois ou des années. Par exemple, à l'âge de 2 ans, la zone visuelle du cerveau humain est pleinement développée et la période de croissance auditive se termine à l'âge de 3 ou 4 ans. Il en va de même pour les compétences sociales. Certaines études ont montré que si un bébé ne reçoit pas de bons soins de la part de ses parents et n'interagit pas pleinement avec les autres avant l'âge de 20 mois, il est susceptible d'avoir certaines difficultés sociales en grandissant. En vieillissant, la plasticité de notre cerveau diminue lentement. En prenant l'apprentissage d'une langue étrangère comme exemple, des recherches ont montré que la capacité des individus à apprendre la grammaire commence à décliner lentement pendant l'enfance et diminue rapidement à l'âge de 17 ans. De plus vous apprenez une langue étrangère tard, plus vous risquez d'avoir des erreurs d'accent et de grammaire. Par conséquent, selon les lois du développement du cerveau, il existe une période optimale pour apprendre les langues étrangères. Mais même si notre potentiel d'apprentissage diminue, il ne disparaît pas complètement. Notre cerveau est encore très résistant, même à 50 ans, on peut toujours apprendre un nouvel instrument, mais on l'apprend plus lentement. Il est donc très important de créer un environnement d'apprentissage riche et coloré pour les enfants. Les enfants qui écoutent des histoires tous les soirs au coucher ont un meilleur développement des circuits cérébraux du langage oral que les enfants qui n'écoutent pas d'histoire. Le cerveau des enfants nés dans des familles bilingues développe des capacités de traitement du langage plus fortes. Que vous emmeniez vos enfants apprendre des mots, écouter des histoires, jouer à des puzzles ou discuter de diverses problématiques avec vos enfants, leur offrir un environnement stimulant permettra à leur cerveau de retenir plus de synapses et d'être plus flexible et plus riche en circuits neuronaux. Cependant, la plasticité synaptique ne suffit pas à expliquer la puissante capacité d'apprentissage des humains. Parce que la plupart des animaux possèdent également ce type de plasticité, même les mouches ont des synapses qui peuvent changer. L'auteur estime que la puissante capacité d'apprentissage des humains est attribuée à 4 fonctions principales apparues au cours de notre évolution. Ce sont les 4 piliers fondamentaux de l'apprentissage, à savoir l'attention, la participation active, la rétroaction et le renforcement. Parlons ensuite du fonctionnement de ces 4 piliers fondamentaux et de la manière dont nous pouvons les utiliser pour améliorer l'efficacité de notre apprentissage. La 3e partie. Parlons d'abord de l'attention. Pourquoi est-il si important d'y prêter attention ? Parce que les ressources de notre cerveau sont limitées, l'attention peut nous aider à résoudre le problème de la saturation de l'information. Le mécanisme d'attention est comme un immense filtre, il nous aide à déterminer quelles informations sont importantes, puis alloue des ressources uniquement à ces informations essentielles. Les IA traditionnelles sont lentes parce qu'elles n'apprennent pas à prêter attention. Ils perdent beaucoup de temps à analyser toutes les données au lieu de passer d'abord au crible les informations et de se concentrer ensuite sur elles. Ce n'est qu'en 2014 que certains chercheurs se sont intéressés au réseau de neurones artificiels, ce qui a considérablement amélioré la vitesse d'apprentissage automatique. Désormais, lorsque l'IA reconnaît une image, elle concentrera d'abord ses ressources sur l'objet à reconnaître dans l'image et supprimera temporairement les autres pixels, améliorant ainsi son efficacité opérationnelle. Ce n'est qu'en le remarquant que nous pouvons apprendre. Différentes informations pénètrent dans le cerveau à différentes profondeurs, et certaines informations peuvent s'arrêter lorsqu'elles atteignent l'essence. Par exemple, le professeur donnait un cours ci-dessus et j'étais distrait. J'entendais la voix du professeur, mais cela ne m'est pas venu à l'esprit. Les mots du professeur étaient piégés dans mes circuits sensoriels et ne parvenaient pas à pénétrer dans le cortex préfrontal, responsable de la cognition et de la pensée. Ce n'est que lorsque j'ai réellement prêté attention à ce que disait le professeur que l'information a pu être transmise à mon cortex préfrontal, générant des impulsions nerveuses et modifiant les synapses de mon cerveau. De cette façon, je peux me souvenir de ce que le professeur a dit. L'attention est donc une condition nécessaire à l'apprentissage. Lorsque nous remarquons certaines informations, celui qui traite ces informations est le système de contrôle exécutif du cerveau. Ce système est le standard du cerveau. Il est situé dans le cortex préfrontal et est responsable de la supervision des activités cérébrales. Cependant, le système de contrôle exécutif ne peut effectuer qu'une seule tâche à la fois et ne peut pas gérer 2 activités de réflexion en même temps. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas avoir un double objectif, à moins que l'une des activités ne soit hautement automatisée et puisse être effectuée inconsciemment. Les ressources essentielles du cerveau. Par exemple, nous pouvons écouter des livres en courant car courir est déjà une activité hautement automatisée. Alors, y a-t-il un moyen de contrôler votre attention ? La bonne nouvelle est que les systèmes de contrôle exécutif peuvent être formés. En fait, les gens ne naissent pas avec la maîtrise de soi, et il faut 15 à 20 ans pour que ce système atteigne un état de maturité. De l'enfance à l'adolescence, notre système de contrôle exécutif se développe lentement et nous apprenons lentement à nous maîtriser, en contrôlant ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Il y a eu une expérience intéressante, l'expérimentateur a caché un jouet au point A et a demandé aux enfants de moins d'1 an de le chercher plusieurs fois. Après cela,
les enfants se sont souvenus de cet endroit et sont allés ici pour le chercher à chaque fois. Ensuite, le chercheur a déplacé le jouet vers le point B, et l'enfant savait qu'il devait se rendre au point B pour trouver le jouet, mais chaque fois qu'il faisait l'expérience, l'enfant devait d'abord se rendre au point A. Pourquoi? En effet, les enfants ont développé une envie habituelle d'aller au point A pour trouver des jouets, et ils ne peuvent pas résister à cette envie. Ce qui leur manque, ce n'est pas la capacité de juger de l'emplacement des objets, mais la capacité de contrôler leur propre comportement. À l'âge d'1 an, les enfants ne commettront plus de telles erreurs car leurs systèmes de contrôle et d'exécution sont plus développés. Les parents peuvent donc commencer à développer l'attention de leurs enfants dès leur plus jeune âge. Apprendre un instrument de musique peut cultiver la concentration. Pour un enfant, lorsqu'il apprend un instrument de musique, il doit coordonner ses mains, trouver un bon rythme et contrôler sa propre vision. Ce n'est en fait pas facile. Apprendre un instrument de musique quand on est enfant peut affecter nos circuits neuronaux attentionnels. Le cortex préfrontal des musiciens est plus épais que celui des gens ordinaires. En plus d'apprendre un instrument de musique, jouer aux jeux vidéo est une autre façon. De nombreux parents n'autorisent pas leurs enfants à jouer à des jeux vidéo parce qu'ils pensent que cela les distrait. Mais dans ce livre, l'auteur avance un point de vue quelque peu contre-intuitif, à savoir que les jeux vidéo peuvent effectivement améliorer notre concentration. Car lorsque notre cerveau est stimulé et alerte, les neurones du cortex cérébral sont activés et la plasticité synaptique est restaurée. Il existe également des études qui montrent qu'après avoir joué à des jeux d'action pendant 10 heures, notre fonction de détection visuelle et notre concentration sur les cibles s'amélioreront. Si vous regardez ces maîtres du jeu, leur capacité à juger la situation et la rapidité de leurs opérations sont étonnantes. Bien entendu, les jeux vidéo présentent également des inconvénients et peuvent entraîner une dépendance et d'autres problèmes. Heureusement, nous avons d'autres options, comme lire un roman ou regarder un film, qui peuvent stimuler la plasticité cérébrale. Tous les mammifères ont un système d'attention, mais le système d'attention humain a une caractéristique unique, qui est l'attention conjointe. En d'autres termes, les gens font attention à ce à quoi les autres font attention. Lorsqu'un bébé entend un son, sa première réaction n'est pas de regarder la source du son, mais de chercher les yeux de l'adulte, puis de regarder ce que l'adulte regarde ou désigne, c'est ce qu'on appelle l'attention conjointe. La mère regarde l'enfant dans les yeux et lui apprend à prononcer le mot « maman », et l'enfant l'apprend rapidement. Mais si vous utilisez simplement votre téléphone portable pour jouer le mot « maman », votre enfant ne pourra pas l'apprendre, peu importe le nombre de fois que vous le jouerez. Le point d'attention conjointe est particulièrement important pour les parents et les enseignants. Votre enfant utilisera votre attention pour déterminer si vous souhaitez lui apprendre quelque chose. Par conséquent, le contact visuel et les gestes sont très importants lorsqu'on enseigne quelque chose aux enfants. C'est pourquoi les cours en ligne ne sont pas aussi efficaces que l'enseignement hors ligne. Les orateurs qui réussissent utilisent toujours leurs yeux et leurs gestes pour se coordonner et font toujours savoir au public que leur attention est sur eux. Après avoir parlé d'attention, parlons du deuxième pilier de l'apprentissage, la participation active. Le « positif » fait ici référence à la positivité cognitive, ce qui signifie générer activement des hypothèses dans votre esprit. En d'autres termes, lorsque je veux acquérir de nouvelles connaissances, je dois d'abord formuler activement une hypothèse dans mon cerveau, puis vérifier si mon idée est correcte à travers l'explication de l'enseignant ou par divers canaux. L'une des motivations les plus fondamentales qui poussent les gens à participer activement à quelque chose est la curiosité, c'est-à-dire le désir de connaissance. Pour notre cerveau, découvrir des informations que nous ne connaissions pas auparavant est une récompense en soi, qui nous amène à sécréter de la dopamine et à nous sentir heureux. Apprendre une nouvelle connaissance peut nous apporter une grande joie. Mais le vrai problème est que nous ne sommes pas curieux de connaître toutes les connaissances. Pourquoi est-ce? En effet, la curiosité est déterminée par l'écart entre ce que vous savez déjà et ce que vous voulez savoir. Si l'écart est petit, vous trouvez cela ennuyeux, si l'écart est grand, vous trouvez que c'est trop compliqué et êtes intimidé. Cela explique également la chaleur de 3 minutes. Notre cerveau évalue automatiquement la vitesse d'apprentissage. Si la chose que vous souhaitez apprendre est particulièrement difficile à démarrer et que vous ne pouvez pas l'apprendre rapidement, votre curiosité peut être éteinte. Par conséquent, les nouvelles connaissances ne sont pas plus familières, mieux c'est, ni plus nouvelles, mieux c'est, mais elles doivent se situer à un certain équilibre entre familiarité et nouveauté. Ainsi, pour les enseignants ou les parents, cela signifie concevoir un niveau d'enseignement raisonnable pour les enfants. Cela nécessite que l'enseignant connaisse le niveau de connaissance actuel de l'enfant et quelle est l'étendue de sa curiosité. Ce n'est qu'en proposant aux enfants des questions à la fois stimulantes et adaptées à leurs capacités actuelles qu'ils pourront maintenir leur curiosité à l'égard de l'apprentissage. Cela expose un problème à l'école, c'est-à-dire que le niveau des enfants dans une classe est incohérent. Le contenu enseigné par l'enseignant est trop difficile pour certains enfants et trop facile pour d'autres, de cette manière, la curiosité des deux types d'enfants ne peut être satisfaite. En bref, l'apprentissage nécessite une participation active, la génération active d'hypothèses et leur vérification, et la condition de base pour une participation active est la curiosité, qui nécessite un progrès d'apprentissage approprié. Après avoir parlé de participation active,
parlons du troisième pilier de l'apprentissage, le feedback. Nous savons tous qu'un feedback opportun et précis est important pour l'apprentissage. Le feedback est utile car, avec la curiosité, la surprise est un moteur fondamental de l'apprentissage. Les gens n'apprennent que lorsque les événements vont à l'encontre de leurs attentes. L'apprentissage ne se produit que lorsque le cerveau remarque une information et que nous recevons de faux retours après avoir formulé une hypothèse dans notre cerveau. Regardez cette phrase, inclut-elle les trois piliers fondamentaux que nous avons mentionnés ci-dessus? L'erreur ici ne signifie pas que nous devons commettre des erreurs. Le feedback est efficace tant qu'il existe un écart entre ce que nous attendions et ce que nous avons réellement obtenu. Apprendre, c'est réduire l'incertitude dans notre esprit. Même si l'incertitude dans mon esprit sur un certain problème ne diminue que de 90% à 50%, c'est un apprentissage efficace. Pour les étudiants, le moyen de feedback le plus courant est le test. La plupart des enseignants et des étudiants pensent que les tests ne sont rien de plus qu'un outil de notation, mais l'auteur estime que les tests sont un processus d'apprentissage important et qu'ils doivent être testés régulièrement et fréquemment. Un gros test à la fin d'un semestre n'est pas aussi efficace qu'un petit test passé chaque semaine, tous les demi-mois ou tous les mois. Pourquoi est-ce? Des études d'imagerie cérébrale montrent que lorsque nous étudions de manière intensive pendant de nombreuses heures, notre activité cérébrale diminue. D'une part, des informations répétitives peuvent ennuyer les gens, d'autre part, la mémorisation instantanée de ces informations peut nous donner l'illusion que nous les avons maîtrisées, alors qu'en réalité nous ne les avons pas maîtrisées. Si nous répartissons l'apprentissage sur plusieurs jours, notre activité cérébrale augmentera. Tester plusieurs fois vous permet d'extraire en continu les connaissances que vous avez acquises, de consolider et d'approfondir votre mémoire, et vous permet également de vérifier les omissions et de combler les lacunes. Ainsi, plus vous passerez de tests, meilleur sera votre apprentissage. Le dernier pilier dont nous voulons parler est la consolidation. Nous devons non seulement apprendre quelque chose, mais nous devons également le consolider dans notre cerveau et le transformer en connaissances pouvant être extraites rapidement et à volonté. Pour consolider les résultats d'apprentissage, nous avons besoin non seulement de pratiquer pendant la journée, mais aussi de dormir. Lorsque nous dormons la nuit, notre cerveau ne reste pas inactif, mais rejoue les expériences de la journée et consolide les connaissances apprises pendant la journée. Les chercheurs ont mené une expérience dans laquelle un groupe de personnes jouait à Tetris pendant plusieurs heures pendant la journée, puis scannaient leur cerveau la nuit. Ils ont découvert qu'ils produisaient en fait une série d'hallucinations géométriques pendant leur sommeil et que leurs globes oculaires réagissaient en conséquence. Et en bas, à gauche et à droite. Pendant le sommeil, les circuits neuronaux que nous avons utilisés pendant la journée sont réactivés et leur activité est 10 à 100 fois plus rapide que celle que nous avons réellement vécue pendant la journée. Par conséquent, la consolidation pendant le sommeil peut être plus efficace que la pratique pendant la journée. La qualité du sommeil est différente et l'effet de la consolidation est également différent. En plus de consolider les connaissances, le sommeil joue également un rôle très important, c'est-à-dire qu'il peut incuber de nouvelles idées et perspectives. Les connaissances que nous acquérons pendant la journée sont perturbées et recodées pendant le sommeil, ce qui active de nouvelles idées. Pendant que nous dormons, notre cerveau accélère les solutions aux événements, comme un montage accéléré dans un film. C'est pourquoi certains scientifiques ont obtenu une inspiration importante pendant leur sommeil. Par exemple, Einstein lui-même a déclaré avoir rêvé un jour qu'il était assis sur un photon, s'inspirant ainsi de la théorie de la relativité. Si le sommeil est si important, une machine peut-elle dormir? Cette question peut paraître un peu scandaleuse au premier abord, mais les scientifiques ont désormais conçu plusieurs algorithmes d'apprentissage qui simulent les cycles de sommeil et prévoient de les utiliser sur des machines. L'orientation évolutive des machines est de mieux simuler le cerveau humain. Par conséquent, d'une part, nous devons garantir un sommeil suffisant, d'autre part, vous pouvez intentionnellement mettre votre temps d'étude avant d'aller au lit, ce qui peut améliorer votre effet d'apprentissage. Pour les enfants, une petite sieste peut également les aider à consolider les connaissances acquises le matin. Cependant, le cerveau ajustera naturellement les besoins de sommeil de l'enfant en fonction de la stimulation pendant la journée, donc si l'enfant n'a pas sommeil, il n'est pas nécessaire de le forcer à faire une sieste. Passons maintenant en revue les points clés de ce livre. L'apprentissage est le plus grand talent du cerveau humain, et l'apprentissage automatique imite le processus d'apprentissage du cerveau humain. Les gens ont doté les machines d'un ensemble d'algorithmes capables d'ajuster les modèles internes en fonction de données externes. Pour le cerveau humain, cet ensemble d'algorithmes d'apprentissage est ce avec lequel nous sommes nés. D'une part, le cerveau humain possède une plasticité, et d'autre part, les humains possèdent également les 4 capacités d'attention, de participation active, de rétroaction et de consolidation, qui nous confèrent une capacité d'apprentissage qui dépasse de loin celle des autres créatures. En comprenant les règles d'action de ces 4 capacités, nous pouvons utiliser ces règles pour mieux apprendre. En fait, en ce qui concerne la rapidité avec laquelle l'IA se développe, ce livre en lui-même en est une bonne preuve. Lorsque l'auteur a écrit ce livre, ChatGPT n'existait pas. Il a passé 6 pages à nous expliquer quelles capacités la machine ne possède pas encore, mais désormais, ChatGPT peut le faire. Par exemple,
Il est écrit dans le livre que l'IA ne peut pas encore comprendre les règles abstraites comme les humains, ni combiner différentes compétences pour résoudre de nouveaux problèmes, mais ChatGPT peut le faire. Les chercheurs lui ont demandé de dessiner une personne en utilisant les formes des lettres Y, O et H, et il a dessiné un bonhomme allumette. Ils lui ont demandé d'utiliser le style littéraire de Shakespeare pour prouver des théorèmes mathématiques, et il l'a fait. ChatGPT a déjà la capacité de faire abstraction, de combiner des connaissances de différentes disciplines pour résoudre des problèmes et même de comprendre les motivations et les émotions humaines. Vous voyez à quelle vitesse l'IA se développe. Peu de temps après la publication du livre, les derniers résultats de recherche sur l'IA ont bouleversé cette partie du livre. Dans une interview aux médias en février 2023, l'auteur a déclaré que l'IA se développe et se répète rapidement. En revanche, l'éducation humaine n'est pas comme ça, ce n'est donc pas le moment pour nous d'être hébétés. Face aux défis de l'IA, l'apprentissage continu et l'auto-amélioration sont particulièrement importants aujourd'hui. Cependant, l'auteur n'est pas pessimiste quant à savoir si l'IA remplacera les humains. Il a donné un exemple en disant que lorsqu'un enfant apprend à lire pour la première fois, c'est très laborieux car sa capacité de lecture n'est pas encore maîtrisée. Il doit mobiliser de nombreuses zones telles que la zone visuelle du cerveau, le circuit de traitement des syllabes et le cortex préfrontal pour se concentrer fortement. Ce n'est que si vous avez de la force que vous pouvez lire. Cependant, grâce à une pratique et une consolidation continue, le cerveau peut former un circuit de lecture spécifique et reconnaître rapidement des mots et des modèles de phrases courants, et la lecture devient un comportement automatique et inconscient. Cela peut permettre d'économiser des ressources dans certaines zones du cerveau et de libérer de la place pour d'autres usages. L'auteur a déclaré que la relation entre l'IA et les humains pourrait être la même. Lorsqu'elle travaille, l'IA peut prendre en charge certaines tâches de routine mécanique chronophage, permettant aux humains de libérer une partie de leur énergie pour faire des choses plus importantes. Les humains ne seront pas remplacés par l'IA, mais collaboreront mieux avec l'IA. C'est la fin de ce programme. Quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.